Bienvenue à tous dans ce 65e numéro d'Actupo, votre magazine qui passe à la loupe toutes les questions brûlantes de l'actualité. Alors, pour revenir donc sur les faits saillants de l'actualité, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Mamadou Lamine Dianté. Il est le coordonnateur national du grand cadre des syndicats de l'enseignement. Monsieur Dianté, merci de nous faire cet insigne honneur. Je vous remercie pour l'invitation, Monsieur Saleh. Saluer également toute l'équipe de Mourchid TV, en profiter pour saluer vos téléspectatrices et vos téléspectateurs et saluer également mes co-débatteurs que vous allez présenter tout à l'heure. D'accord. Merci. Avec nous également le professeur Ibra Diène, il est universitaire, ancien secrétaire général du SAES. Il est également cadre à l'APR. Professeur Diène, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Saleh. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs et vous remercier de nous avoir associés à ce débat et également dire bonjour à mes collègues qui sont ici présents pour débattre avec nous. Avec nous aussi dans ce studio, M. Abdoulaye Ndoye. Il est le secrétaire général du QSEMS. Merci d'être avec nous, M. Ndoye. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier. Je voudrais vous remercier toute l'équipe de la télévision Mourchid. Également saluer M. le professeur Ibra Diène, ici présent. Saluer M. Dianté, secrétaire général du SAEMS. Mais également saluer toutes nos militantes et militants, sympathisantes et sympathisants qui nous suivent à travers votre télévision. Merci beaucoup, M. Ndoye. Alors, depuis quelque temps, le système éducatif est perturbé, les enseignants sont mécontents. Quelle explication donner à cette crise que traverse l'école sénégalaise, M. Dianté? Oui, enfin, c'est une crise qui était prévisible, mais également on ne pouvait ne pas s'y attendre, d'autant que nous sommes au lendemain des assises qui ont été un processus qui se sont étalés sur 12 mois. Il y a eu des concertations de toutes les familles d'acteurs du système éducatif, à l'échelle locale, à l'échelle départementale, à l'échelle régionale. Il y a eu des commissions thématiques qui ont travaillé pendant ces 12 mois. Il y avait un comité de pilotage avec ses organes. Mais bon, voilà, donc les conclusions étaient déposées le 30 août. On pouvait s'attendre à une stabilité durable du système scolaire. Et c'était ça aussi le souhait formulé par les organisations syndicales du secteur de l'enseignement. Mais bon, il y a aussi le fait que depuis l'arrivée des nouvelles autorités au pouvoir, c'était dans un contexte qui était très lourd, donc avec beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'issue de l'année scolaire 2011-2012. Sans rien obtenir des nouvelles autorités, les syndicats d'enseignants ont fait preuve d'un sursaut patriotique pour ranger un peu sous les boisseaux leurs préoccupations qui étaient sans réponse. Mais le souci, c'était de laisser les nouvelles autorités s'installer. Nous avons observé une année sans avoir de discussion avec les nouvelles autorités. L'année suivante, à compter de 2013, on a commencé des discussions avec les nouvelles autorités qui, à l'époque, ont estimé, après avoir déjà pris l'engagement de respecter les accords qui étaient signés avec le gouvernement du Sénégal, sont revenus pour dire que les accords, eux, ils ne peuvent s'engager que pour des accords réalistes et réalisables. Et à leur goût, nous avons reformulé les accords déjà obtenus. Il y avait 11 points. C'était une plateforme minimale en 11 points. Les 10 ont fait l'objet d'accords avec les nouvelles autorités. L'autre point relatif aux questions indemnitaires avait fait l'objet d'un non-accord. Parce que les nouvelles autorités nous disaient qu'elles avaient trouvé un système de rémunération totalement déstructuré et qu'il fallait donc engager une étude sur les systèmes de rémunération et de motivation des gens de l'État qui permettrait d'apporter les correctifs nécessaires. Et que pour cette raison, il fallait surseoir à ces revendications. Donc c'est ça qui a été donc l'objet d'un non-accord. Nous avons signé ce protocole d'accord le 17 février 2014, le gouvernement et l'ensemble des syndicats d'enseignants, plus de 12 mois après, pour un gouvernement qui disait que pour la première fois, le gouvernement du Sénégal venait de signer des accords réalistes et réalisables avec les syndicats d'enseignants. Il n'y a pas eu la matérialisation d'un seul des 10 points d'accord. Par-dessus le marché, on a constaté également beaucoup de dysfonctionnements au niveau du système éducatif, surtout dans la
gestion démocratique du personnel, avec l'instauration au forceps d'un logiciel mal maîtrisé qu'on appelle le Mirador, qui a causé beaucoup de tort aux enseignants dans toutes les localités du Sénégal, des modifications ou des remises en cause des acquis du mouvement syndical en termes de mouvement du personnel instauré par le ministère Mbaye Thiam et son équipe. Tout cela a constitué des sources de frustration des enseignants, compte tenu des grandes lenteurs administratives dans tous les ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Économie et des Finances, particulièrement la direction de la solde, mais également au ministère de la fonction publique, où les enseignants peinent à avoir donc leurs actes administratifs. Tout cela donc a constitué des sources de frustration et finalement on s'était rendu compte que la coupe est pleine et les enseignants nous ont instruits au niveau du grand cadre des syndicats de l'enseignement donc d'engager la lutte. D'accord. M. Dianté qui est donc revenu largement sur les frustrations, en tout cas ce qui est à l'origine de ces grèves des enseignants. Monsieur Ndoye, même question pour vous. Bien, je vous remercie. Je crois que le rôle d'un syndicat, c'est clair, c'est net et c'est précis. C'est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Bien entendu, nous avons une démarche d'alerte. Déjà le 18 octobre 2014, nous avons adressé une lettre d'alerte à M. le Premier ministre. Et dans cette lettre d'alerte, toutes les questions susceptibles de créer des perturbations dans le système éducatif ont été listées. Ensuite, nous avons déposé un préavis depuis le 12 novembre 2014. Le préavis a pris fin le 12 décembre, espérant que le gouvernement allait respecter ses engagements. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de volonté politique, que l'école n'est pas une priorité. Il s'y ajoute également que nous avons déroulé 2 plans d'action, mais il n'y a pas eu de réaction. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que les engagements que le gouvernement a pris, ces engagements n'ont pas été respectés. Je prends l'exemple de la carrière des enseignants. Aujourd'hui, des centaines, pour ne pas dire des milliers d'enseignants ont déposé leur dossier pour l'intégration, mais ils ne parviennent pas à être en possession de leurs actes. Ils ne sont pas mis en solde. S'ils sont mis en solde, ils n'ont pas reçu leur rappel. Il y a également les contrats d'engagement et les actes d'avancement. La commission paritaire qui s'est tenue, beaucoup de collègues, n'est-ce pas, ont été omis. On met souvent sur les dossiers sans bulletin. Même ceux qui ont été promus ont du mal à recevoir leurs actes d'avancement. Ça également, c'est un problème. Il s'y ajoute également la question, la lancinante question de la formation diplômante des professeurs titulaires de diplômes spéciaux. Il s'agit entre autres des professeurs de philosophie qui ont une maîtrise en sociologie, ont un DEA en sociologie, ceux qui ont une maîtrise incomplète, n'est-ce pas, les profs de maths, les profs de lettres arabes, les profs de lettres portugais, n'est-ce pas, pour ne citer que ces gens-là. C'était un engagement, le gouvernement s'était engagé à régler ce problème, mais le problème reste entier. Maintenant, il y a la question de la prise en charge des années de vacation et de contractualisation. La dernière rencontre que nous avons eue avec le gouvernement, il nous parle de recensement. On leur a dit qu'il y a un principe de parallélisme des formes. Vous l'avez fait pour les décisionnaires, il faut le faire pour les autres. Et les lenteurs, ils nous parlent, c'est vrai que la loi 6133 doit passer à l'Assemblée nationale, 6133 du 15 juin 1961 portant un statut général des fonctionnaires qui régit les fonctionnaires. Mais nous avons dit qu'à l'Assemblée, il y a des procédures d'urgence pour régler certains problèmes. Il y a aussi la question de l'alignement de l'indemnité de logement. Nous, le CUSEMS, en 2007, il n'y a pas eu d'accord avec le gouvernement. En 2011, il n'y a pas eu d'accord. L'année dernière, dans le protocole d'accord, nous avons mis des accords. Parce que nous avons dit que c'est un principe d'équité et de justice. Nous n'avons pas demandé une augmentation. Nous demandons simplement l'alignement de l'indemnité de logement des enseignants sur ceux des autres agents de même niveau de qualification. C'est un principe d'équité et de justice. Le gouvernement nous a rétorqué une étude sur le système de motivation et de rémunération des agents de l'État et il nous a dit que les résultats seront publiés à la fin du mois de décembre 2014. Mais malheureusement, cette étude n'a démarré que le 16 décembre 2014. Il nous parle de publication des résultats à la fin du mois d'avril 2015. Et nos revendications sur l'indemnité dépendent de la publication de ces résultats. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au même moment, il y a la publication d'un décret. Le décret du 12 juin 2014, où on a octroyé des indemnités à une catégorie de fonctionnaires de 100 000 à 1 million de francs. Nous avons dit que ça crée une rupture d'égalité. Parce que tous les enseignants, tous corps confondus, de l'élémentaire au supérieur, les gens ont 100 000 francs d'indemnité de logement.
alors que l'enseignant fait l'essentiel de son travail à la maison. Alors que tout le monde doit être au même... Oui. Non, on n'a pas dit qu'il faut donner. On a dit qu'il faut aligner. Même les déplacements du bac, les examens, mais ont été modulés en fonction de l'indice et du grade. Si vous prenez le décret, ceux qui ont le premier groupe, ils ont 25 000. Le deuxième groupe, 20 000 par jour. Le troisième groupe, 15 000. Si vous faites d'une localité à une autre, c'est une distance minimale de 70 km. Donc, nous avons dit modulation, alignement, principe d'équité et de justice. Donc, fort de tout cela, maintenant, sans compter maintenant les nombreux problèmes de l'école. Aujourd'hui, il y a une question qui doit interpeller tous les parents d'élèves. C'est la réduction drastique des budgets des établissements. Le lycée Blaise Diagne est passé de 8 millions de 24 millions à 8 millions. Nous venons de Kidira, le lycée est passé de 9 millions à 2 millions. Beaucoup d'établissements. Nous posons des questions. Nous avons dit, dans le cadre du paquet, programme pour l'amélioration, la qualité et l'équité, comment on peut avoir la qualité si on réduit les budgets de fonctionnement des établissements? Avant-hier, on a reçu des chefs d'établissement qui nous ont dit, nous étouffons. Il y a beaucoup de lycées actuellement. Les gens travaillent avec de la craie couleur, non plus de craie blanche. Pourquoi? Parce que les budgets ne permettent pas de prendre en charge cette école. Donc voilà un certain nombre de points qui nous ont poussé, nous, la mort dans l'âme, parce que c'est ça notre rôle également, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux de nos militants et de nous battre pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. D'accord, merci M. Ndoye. Alors, professeur Diène, toujours pas de consensus entre acteurs de l'éducation dans cette tension avec le gouvernement. Comment analyser cette crise pendant que le gouvernement est en train de privilégier le dialogue? Oui, mais c'est bien de dire qu'on privilégie le dialogue, mais il y a des formes quand même. Je suis très heureux de vous entendre dire que je suis un militant de l'APR, parce que ça me donne l'occasion de dire ici que tous les espoirs que nous avions placés en ce régime, parce qu'en 2012, quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, presque tous les syndicats étaient, disons, en grève, et mes collègues l'ont tout à l'heure souligné, la plupart ont pu taire les revendications pour permettre à ce régime de s'installer. Et le régime s'est installé depuis 3 ans. Moi, je suis un militant de l'APR, mais je dois reconnaître de façon claire que s'il y a eu une volonté, et si on a manifesté cette volonté à travers des concertations, on devait aller jusqu'au bout et écouter les gens plutôt qu'en cours de chemin. Donc ce sursaut observé n'a pas permis en tout cas, parce qu'en cours de chemin, on a voulu biaiser les choses, on a voulu ruser. Il y a eu une concertation sur l'enseignement supérieur. Il y a eu une concertation sur l'éducation. Tous les acteurs étaient d'accord sur un certain nombre de choses. Si ces choses étaient mises en place, je crois qu'on aurait pu éviter ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire tous les syndicats d'enseignement qui se retrouvent dans la rue et qui commencent à contester. Dans le cadre de l'enseignement supérieur, il y a peut-être une différence avec les autres ordres d'enseignement, puisque, si je comprends bien, dans le secondaire, le moyen et l'élémentaire, ce sont surtout des accords qui n'ont pas été respectés entièrement. Alors que dans le supérieur, la pomme de discorde, c'est en réalité la question de l'autonomie de l'université. Ce n'est donc pas une revendication, ni peut-être une reprise d'anciens points d'une plateforme, mais c'est un problème qui est né presque de façon artificielle, créé par les pouvoirs pour, en fait, aujourd'hui, remettre en cause le bon fonctionnement de l'université. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Pourquoi à votre niveau? Pourquoi? Selon vous? Je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement organise une concertation sur l'enseignement supérieur, d'abord au début en voulant éviter les principaux acteurs, c'est-à-dire les enseignants. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a été carrément mis à l'écart dans la conception de ce format de dialogue. C'est que vous trouvez anormal d'ailleurs. Que nous avons trouvé anormal. Ensuite, malgré tout, les gens ont participé à la concertation. Ils ont réussi peut-être à discuter et à s'entendre sur un certain nombre de points. Je ne signalerai qu'un seul point,
qui, de mon point de vue, me paraît important. Au sortir, la première chose qu'il fallait faire, c'était de remettre en place un comité de suivi et d'évaluation pour voir comment tout ce qui avait été décidé était mis en œuvre. Cela n'a jamais été fait. Il y a un ministère isolé qui prend des décisions et les balance aux enseignants comme si l'université devait fonctionner comme une caserne. Ce n'est pas exactement la même chose. Et on remet des choses importantes, les critères d'attribution des bourses. On remet en cause le management de l'université. On remet en cause énormément de choses dans un laps de temps, sans pour autant que des concertations ou des discussions soient organisées autour de ces choses-là. Parce que les universitaires ont des méthodes de travail. Il y a des structures de l'université. Je viens d'une assemblée de département où il a été question de recruter des assistants. Mais il y a un processus. Le département se réunit, définit les profils, recrute, propose le recrutement. Cela passe à l'assemblée de facultés qui examine aussi la candidature. Cela passe à l'assemblée de l'université, etc. Mais si on doit remettre tout cela en cause d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre, ça demande quand même des discussions. Et la pomme de discorde, ce ne sont pas des revendications matérielles, c'est la question de l'avenir de l'université, parce qu'on est en train de vouloir privatiser l'université, on est en train de vouloir tuer l'université à travers des réformes qui ne passent pas. D'accord. Professeur Diène qui revient donc sur les réformes à l'université. Alors, M. Dianté, professeur a laissé entendre qu'il se pose un problème de mise en œuvre au niveau, en tout cas, du côté des autorités étatiques. Les résultats probants ne suivent pas finalement. Alors, on entend souvent dire que l'État a pris des engagements, puis les tensions s'apaisent et puis reviennent. Tout cela est dû à quoi? Oui, mais vous me permettrez d'abord d'apporter deux précisions. La première, je crois que le professeur l'a bien développé. Quand on entend, et vous l'avez dit, il y a le dialogue, ou bien le gouvernement a privilégié le dialogue. Ce dialogue n'existe pas en réalité. Ce dialogue n'existe pas. Nous, en tout cas, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale lui-même avait proposé un agenda de rencontre avec les syndicats d'enseignants, une rencontre tous les trimestres. La dernière rencontre remonte à juin 2014. Donc, il n'y a pas eu de réunion d'évaluation de l'année scolaire 2013-2014. Il n'y a pas eu de réunion de préparation de l'année scolaire 2014-2015. Depuis le juin 2014, il n'y a pas eu de rencontre avec le ministre. Au niveau, il demande à ce que les syndicats qui voudraient le rencontrer pour des questions spécifiques faites face des demandes d'audience. C'est la première fois que ça arrive au niveau du ministère de l'Éducation. Et que tous les mardis, il est prêt à les rencontrer. Est-ce que aussi à ce niveau, il ne se pose pas un problème de confiance entre les parties prenantes? Oui, bon, ça veut dire que la confiance, c'est quoi? C'est que vous prenez un engagement, vous ne respectez pas. Quand il n'y a pas de respect de la parole donnée, on ne peut pas se faire confiance. Et je donne des exemples très clairs. Ils nous ont dit, nous avons engagé une étude sur le système de rémunération par rapport aux questions liées aux indemnités. Nous avons cru, alors que l'étude avait démarré, le rendez-vous était le 30 novembre pour qu'en décembre on puisse se retrouver, et c'est le 16 décembre qu'ils nous convoquent pour le lancement de l'étude. Vous comprenez? Oui. Bon, entre-temps, il y a un décret qui a été signé pour octroyer des indemnités. Oui. Bon, dans tout ça fait que donc il n'y a pas de confiance entre nous. L'autre élément, c'est que souvent on réfléchit, on prend des décisions, on vient expliquer aux gens. C'est le cas, ce qui arrive aujourd'hui au niveau de l'université. On prend des décisions, après on veut expliquer aux gens pour les faire accepter. Ça pose des problèmes. La deuxième précision, c'est par rapport à la question indemnitaire. Nous, en 2007, on avait posé la question relative à l'alignement de l'indemnité de logement des enseignants sur celle des autres agents de même niveau diplômant. Nous étions avec le SNEMS dans le QSEMS. Nous avons porté la revendication. Ça a été un désaccord. Un désaccord est différent d'un non-accord. Un désaccord parce qu'il fallait revoir, pour pouvoir obtenir l'alignement de l'indemnité de logement, il fallait donc qu'on révise les textes
au niveau de la fonction publique. Parce que l'indemnité de logement est octroyée aux enseignants par rapport à la fonction enseignante. Nous avons la même indemnité de logement que les enseignants du supérieur. C'est la même indemnité de logement. Donc, déjà, pour la question de la validation, nous butons sur des problèmes de texte. Il faut modifier la loi 6133. Nous y sommes depuis 1 an, ça n'aboutit pas. Donc, si on doit modifier d'autres textes également, ça va retarder. Aujourd'hui, le besoin des enseignants, c'est voir le rehaussement de leur indemnité de logement et de toutes les autres indemnités. Et c'est pourquoi, donc, nous, dans la formulation, nous avons dit, en attendant de s'attaquer au texte, parce qu'il faut aujourd'hui réformer la fonction publique. Il est très clair. Il faut réformer la fonction publique si on veut que cette déstructuration qu'il y a au niveau de la fonction publique soit corrigée. Et cela, ça va prendre du temps. Les enseignants ont besoin d'améliorer leur pouvoir d'achat. Et c'est pourquoi nous, au niveau donc, du grand cadre des syndicats, comme déjà il y a un problème de texte qui se pose à ce niveau-là, nous avons proposé donc qu'il y ait une augmentation des indemnités. Parce que le résultat, en fait, c'est une augmentation des indemnités. Et cette situation de malaise vous a quelque peu poussé à procéder à la rétention des notes, entre autres? Oui. C'est-à-dire que, vous savez, au niveau de nos plans, de nos méthodes de lutte, plus on va réduire les pertes de temps sur le temps d'apprentissage de l'élève, plus nous sommes preneurs. Parce qu'en réalité, la rétention des notes, les élèves ont très bien compris. Nous faisons les évaluations, nous faisons les corrections dans les classes, nous rendons les copies aux élèves, mais c'est à l'administration que ne remet pas les notes des élèves. À partir de ce moment-là, nous bloquons le travail de l'administration. Maintenant, l'administration devant faire mais cela n'affecte en rien évidemment, la performance des élèves. L'élève peut ne pas, tout en sachant ses performances, mais il n'entre pas en possession donc de son bulletin de composition. Or, ce bulletin de composition, ce n'est pas l'enseignant qui lui remet, c'est l'administration auprès de qui il a fait ses inscriptions. Donc, c'est entre l'administration et l'élève. Voilà. D'accord. Monsieur Ndoye? Bon, oui, moi je crois que je suis heureux, je me félicite vraiment de la réaction du professeur Ibrahim. Il l'a dit, je crois qu'il a réagi en militant d'école. C'est un militant de l'école. Il a bien cerné les enjeux. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte de la mondialisation avec les théories néolibérales. L'école ne peut pas être laissée au marché, surtout l'école publique. L'école est garante de l'équité des chances, de l'égalité des chances. L'école publique, on ne peut pas considérer l'école comme une marchandise. Donc je crois que si on doit faire des réformes, les principaux concernés doivent être associés à ces réformes. Mais le premier enseignement qu'il faut tirer, c'est qu'au lendemain des assises nationales de l'éducation, les assises qui se sont tenues dans l'enseignement supérieur, il y a eu une crise, l'école est bloquée. Ça veut dire que donc ces assises n'ont servi absolument à rien. Et vous pensez qu'avec cette nouvelle stratégie, vous pourrez vous faire entendre? Parce que l'objectif des assises, c'est d'évaluer le système éducatif, de fonder un autre système sur la base de nos réalités historiques, culturelles, de nos propres valeurs, de nos défis et de nos besoins. Mais l'objectif de ces études, c'est également d'identifier les problèmes, les points d'achoppement entre les organisations syndicales et l'État. L'objectif des assises, c'était de faire en sorte que, même s'il y a des crises, mais que ces crises ne soient pas récurrentes. Mais lorsque l'école est bloquée, ça veut dire qu'il y a un problème. Et malheureusement, ces crises sont répétitives. Répétitives, mais parce que, comme disait tout à l'heure, la parole est sacrée. Quand le gouvernement s'engage devant des enseignants, devant des organisations syndicales, le gouvernement doit respecter ses engagements. Il y a des questions qui ne nécessitent même pas de grève. C'est le paiement des indemnités et des salaires. L'État ne paye qu'après service fait. Les 2 mois passés, les gens sont restés jusqu'au 20 pour percevoir leur salaire. Alors que le gouvernement nous avait dit... Est-ce que aussi l'État est en mesure d'honorer ses engagements? Si, l'État est en mesure d'honorer ses engagements. Dès lors que l'État a procédé récemment à l'augmentation, à octroyer des indemnités... Parce que l'école aussi coûte excessivement cher, hein? Oui, mais comme disait l'autre, c'est-à-dire si on ne peut pas, le gouvernement, nous sommes un pays, on ne peut pas développer un pays sans un système éducatif performant.
sans un peuple formé. Je rappelle qu'en 1945, le Japon était à l'année 0 pour avoir reçu 2 bombes atomiques, 6 et 9 août, Nagasaki et Hiroshima. Mais le Japon a investi dans le système éducatif, dans le capital humain. Nous sommes au XXIe siècle, c'est le capital humain. L'autre disait que ce ne sont pas les richesses qui vont façonner le monde, c'est l'intelligence humaine qui va façonner le monde. Même le paysan a besoin d'être formé. S'il veut être performant dans la production, la transformation et l'écoulement de ses produits. Donc ce que nous disons, s'il y a des questions qui sont des questions qui ne doivent pas être posées, c'est les salaires et les indemnités. Les indemnités, le gouvernement s'était engagé à solder toutes les indemnités au plus tard le 30 novembre de chaque année. D'ailleurs, si vous regardez, nous, avant le dépôt de notre préavis, on n'était pas en grève. Mais le fait, les retards constatés dans le paiement des indemnités ont entraîné des mouvements d'humeur pratiquement dans tous les établissements du Sénégal et à juste titre. Parce que le gouvernement ne paye qu'après service fait. Maintenant, l'autre élément, c'est le respect des accords. Il l'a dit. Quand vous prenez des engagements, il faut les respecter. J'ai parlé de l'alignement. Pour nous, c'est une question de justice. J'ai dit, le dernier décret qui a été signé par le gouvernement, ce décret-là a catégorisé. Il y a des gens qui ont 100 000, 125 000, 150 000, jusqu'à 1 million. Nous avons dit, il faut catégoriser. Même celui qui est dans l'élémentaire, quand il a le bac, il faut le motiver en lui donnant une indemnité conséquente. Mais nous avons dit alignement sur le principe en fonction des autres agents de même niveau de qualification. C'est important. Maintenant, comme le disait le professeur Amadou Mokhtarbo, l'injustice et le traitement différencié des agents de l'État sont à l'origine des dysfonctionnements et des perturbations dans l'espace scolaire. Et la grève n'est que le signe de mal-être, mais également le signe vraiment de dysfonctionnement constaté dans l'espace. Est-ce que justement pour votre part, vous avez privilégié le dialogue? Mais pour dialoguer, il faut être deux. Je rappelle que le ministre de l'Éducation nationale, nous, on a dit, même s'il veut, vous lui adressez une audience, il ne répond même pas. Par contre, quand nous avons adressé une lettre au Premier ministre, le 18 octobre, il a réagi. Barack Obama répond à ses citoyens. Parce que c'est des mandataires, ils doivent rendre compte au peuple. Tout à fait. Ils ont été élus pour régler nos problèmes. Tout à fait. Et je dis souvent que le président de la République, le président Macky, doit être à l'écoute du citoyen. Il a été élu par les citoyens sénégalais. Mais il y a la question des carrières. C'est démotivant, c'est démoralisant. Pourquoi c'est démotivant, démoralisant? Quelqu'un qui a son diplôme professionnel qui est sorti de la FASTEF depuis 2010, 2011, depuis 2007, 2008, 2009, qui court toujours derrière un acte. Quand il a l'acte, il court derrière le matricule. Le matricule, c'est la mise en solde. Les titulaires qui ont compétit, ils courent derrière des actes d'avancement. Les contrats d'engagement pour les PC. Nous venons de Médina Bafé. C'est quelque chose comme 130 km après Kédougou. Parce que Kédougou-Dakar, c'est 701 km. Les conditions de voyage sont difficiles. Vous pensez que quelqu'un qui est à 800 km de Dakar, il peut faire la navette entre son lieu de travail et Dakar pour régler un problème de projet? Mais c'est des dysfonctionnements de l'administration. Et je rappelle que le défunt régime nous avait dit, toujours concernant l'alignement de l'indemnité de logement, qu'ils allaient procéder à une étude. Ce régime a dit étude sur le système de motivation et de rémunération des agents de l'État. Le défunt régime avait dit instrument de soutien à la politique économique de l'État. Et l'objectif, c'était de corriger les écarts salariaux. Parce que le problème du Sénégal, c'est les écarts salariaux. Maintenant, les enseignants, là, c'est des citoyens, c'est des parents d'élèves. Quand les gens disent qu'il faut penser à l'élève, c'est parce que nous pensons aux élèves, nous pensons aux étudiants, que les professeurs d'université corrigent des milliers de copies, tombent malades, que les enseignants du moyen secondaire sont dans des classes de 100, 105, 110 élèves, dans des abris provisoires, qu'au bac, on nous donne presque 200, 300 copies à corriger en un laps de temps. Alors que quand vous allez en France, par exemple, à l'Académie de Lille, le professeur de philo, il corrige 90 copies en l'espace de 8 jours. Donc je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement, la balle est dans le camp du gouvernement. Les gens ont été patients, on a donné le temps au gouvernement. Le gouvernement a l'information. Je crois que le gouvernement doit réagir. D'accord. D'accord. M. Ndoye. Professeur? Moi, je ne dis pas que ceux qui revendiquent ont toujours raison.
ceux qui reçoivent les revendications peuvent s'engager, avoir aussi des difficultés, des contingences qui expliquent certaines lenteurs. Mais ça ne les justifie pas. Et on doit aussi faire l'effort de les éviter. C'est comme si les autorités scolaires étaient en train de s'aborder les bonnes volontés manifestées par le président de la République et par le régime au début du mandat. Puisque ces concertations-là ont identifié des problèmes, ont proposé des solutions, ont proposé aussi des instruments de suivi et d'évaluation de ces solutions. Et rien de cela n'a été mis en œuvre par les autorités scolaires et universitaires. On préfère plutôt s'isoler, jouer au rusé, proposer d'autres solutions ou d'autres pistes qui remettent en cause en réalité ce qui avait été arrêté par la communauté, et on cherche à imposer cela aux acteurs de l'école et de l'université. Vous ne craignez pas que dans ce bras de fer, les seuls perdants soient les élèves? Mais évidemment, les élèves sont les perdants, mais si les élèves perdent, c'est nous tous. Vous avez des élèves, j'en ai, il en a, c'est tout le système. Et au-delà même des parents et de la population, mais c'est tout le pays, parce que ces élèves sont l'avenir du pays. Mais je vous donne quelques exemples, quelques pistes à ce niveau, concernant l'enseignement supérieur par exemple. Le SAES a lutté pendant longtemps pour que la Banque mondiale ne dicte pas au régime du président Abdou Diouf la fermeture de l'université et sa privatisation. Parce que la Banque mondiale est allée jusqu'à dire que l'enseignement supérieur est un luxe pour les pays sous-développés. Le SAES a lutté pour qu'on n'arrête pas, que l'université de Dakar ne soit pas limitée à 18 000 étudiants et l'université de Saint-Louis à 5 000 étudiants. Cela signifie quoi? Que nous voulions qu'on oriente le maximum de bacheliers possible dans l'enseignement supérieur parce que nous n'avions même pas atteint les normes. Mais ce qu'on a vécu ces dernières années avec le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, mais c'est ahurissant. Au lieu de voir ce qui est humainement possible, on est en train de fourguer, soi-disant, moi j'ai orienté tous les bacheliers, on en met un peu partout et de façon exponentielle. L'année dernière, il y avait, je vous donne un exemple, au département de français de lettres modernes, 3 000 étudiants en première année. Cette année, il vient d'en mettre 2125 en première année, plus les redoublants. Ce qui veut dire que la première année de l'aide moderne sera autour de 4 000 étudiants. Comment on peut organiser un enseignement avec cela? Après, on va dire, crier sur tous les toits, oui, moi j'ai orienté tout le monde. Mais on a mis tout le monde dans l'impossibilité de travailler. Vaut mieux peut-être mettre un nombre qui permet de travailler correctement, de trouver des solutions pour les autres, que de prendre tout le monde et de les mettre dans le même sac. Professeur, avec cette situation qui prévaut, j'ai envie de vous demander à quoi ont servi les assises nationales? Les assises sur l'enseignement supérieur finalement n'ont servi presque à rien, puisque tout ce qui avait été arrêté et qui devait être mis en œuvre ne l'a pas été. C'est plutôt le ministre qui a son agenda, sa piste, et il a son orientation. Parce que nous avions dit dans les assises que c'est bien d'avoir des conseils d'administration dans les universités, c'est bien que les universités s'ouvrent à l'extérieur, c'est bien qu'on mette les participants, les étudiants au centre de nos préoccupations, mais cela, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Le ministre se réveille un beau jour, il sort un texte, il l'appelle loi cadre sur les universités, il se présente à l'Assemblée à minuit devant une trentaine de députés, et il leur dit que ce texte a été discuté à travers les instances de l'université, ce qui est totalement faux. L'université de Dakar a dit clairement qu'elle n'a jamais examiné ce texte. La faculté de lettres d'où je viens a rejeté ce texte du ministre en tant qu'instance de l'université. Et ce texte
la pomme de discorde dans ce texte, c'est ce conseil d'administration où ils disent oui, les enseignants ne veulent pas qu'on s'ouvre à l'extérieur, les enseignants ne veulent pas qu'on ait un bon conseil d'administration. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la composition. Pourquoi le ministre, sachant qu'en 2011, les syndicats, tous les partenaires, tous les participants à cette discussion sur le management de l'université s'étaient entendus sur un texte qui était consensuel, qui devait maintenant passer par les instances de l'université, c'est-à-dire les assemblées de départements, de facultés et l'assemblée de l'université, pour être discuté et ensuite voté et promulgué. Il met de côté ce texte, s'invente un texte qu'il présente devant les députés et prétend que c'est un texte qui a été partagé, ce qui est totalement faux. Je crois que le SAES est en train de nous aider. Nous, du régime de Macky Sall, d'aider le gouvernement à corriger ce qui ne va pas et qui n'est pas applicable. Parce qu'un conseil d'administration de 20 membres, où les 10 sont extérieurs à l'université, plus le recteur, ça fait 11 membres sur 20, nommés par le ministre, puisque c'est lui qui propose le recteur, c'est lui qui propose aussi ses membres extérieurs. Autrement dit, c'est lui qui va finalement diriger l'université. Ce n'est pas fonctionnel, ça ne marche pas. J'invite tous les Sénégalais à se mettre devant leur ordinateur Citano, de taper devant Google conseil d'administration université, ils verront défiler les conseils d'administration des universités à travers le monde et ils comparent. Ils verront que la moyenne en France, c'est 30 membres dans le conseil d'administration. Les 16 ou les 14 sont des enseignants, 7 de rang A, 7 de rang B ou 8 de rang A, 8 de rang B. En général, il n'y a que 8 membres extérieurs. Et ces 8 membres extérieurs, il faut bien qu'on précise, parce qu'il ne l'a pas dit. Dans ces pays-là, les membres extérieurs, mais ils ne sont pas choisis comme ça par un ministre. Ils sont prédéfinis. En France, c'est le conseil régional qui a un représentant. Ils ne sont pas choisis ils sont choisis escalité autant pour moi. Voilà. Le conseil régional a un membre, le conseil départemental a un membre, la ville où est installée l'université a un membre, les anciens diplômés de l'université ont un membre. Finalement, c'est des gens qui sont bien ciblés. Et puis, en dehors de cela, il dit que le président du conseil d'administration, son adjoint, sont choisis en dehors de l'université. Mais en France, c'est le président même de l'université qui est élu par le conseil d'administration de l'université, qui est en même temps le président du conseil d'administration. Et son adjoint est souvent un professeur de rang magistral qui exerce à l'intérieur de l'université. C'est donc totalement faux de vouloir faire croire aux Sénégalais qu'il faut prendre des gens extérieurs qui n'ont rien à voir avec l'université ou parfois qui ne comprennent même pas le fonctionnement de l'université. Il faut que ces gens dirigent l'université pour que ça marche. D'accord, professeur. C'est pas possible. Oui, je voudrais que l'on comprenne en réalité que les syndicats ne sont pas des facteurs bloquants. Le professeur Ibrahim l'a dit tout à l'heure, que le SAES est en train d'aider le régime à apporter des correctifs. Il faut qu'on apprenne à considérer les syndicats comme des facteurs de progrès. Un syndicat n'est pas un facteur bloquant. C'est important. Tout à l'heure, je vous ai entendu poser la question de savoir est-ce que l'État a les moyens d'honorer ses engagements. Ces nouvelles autorités, quand nous les avons rencontrées, les ministres, la première chose qu'ils nous ont dite, c'est que le président nous a instruit de ne prendre que des engagements que nous pouvons honorer. C'est lorsque vous avez observé ce sursaut patriotique dont vous parliez tout à l'heure. Ce sursaut patriotique. Et qu'on s'est rencontrés un an après pour mettre sur la table la plateforme minimale en 11 points. Ils nous ont dit, attendez, le président nous a instruit de ne prendre que des engagements que nous pouvons honorer. Et c'est à ce moment qu'on a commencé à entendre de soutenabilité, de réaliste et réalisable, etc. Ils nous ont dit, nous ne signerons que des accords réalistes et réalisables. Et jusque-là, les préoccupations de l'école ne sont pas satisfaites. Quand nous avons rencontré le gouvernement à la plénière de signature du protocole d'accord le lundi 17 février 2014,
Nous avons interpellé le ministre de la fonction publique, nous lui avons dit, dès lors que nous allons vers la signature d'un protocole, est-ce que vous pouvez considérer que ces accords sont réalistes et réalisables? Il a dit oui, ce sont des accords réalistes et réalisables. Ce soir-là, tout le monde l'a entendu à la télé dire que pour la première fois, on vient de signer des accords réalistes et réalisables. Donc, ils ont les moyens d'honorer. La seule difficulté qui se pose ici, c'est une question de volonté politique. L'autre élément, les assises. Les assises prônent une école de la réussite. Ça aussi, il faut que nous précisons. Aujourd'hui, quand vous prenez les examens dans l'élémentaire et dans le moyen et le secondaire, la moyenne tourne autour de 33 à 35%, aussi bien au CFE, au BFM, comme au baccalauréat. Ça, c'est une catastrophe. Oui. Quand vous faites un examen national, que 65% au moins des candidats échouent, c'est une catastrophe. Les assises ont prôné l'école de la réussite. Mais les conditions qui sont là, et souvent on se fait insulter par des parents qui n'ont rien compris, ou bien qui se disent des parents. Parce qu'aujourd'hui, je considère que personne n'est mieux placé qu'un enseignant pour défendre les intérêts de l'élève. Ce sont nos enfants, doublés d'être nos élèves. Donc nous sommes mieux placés pour parler de ces élèves-là. Mais quand vous prenez à l'OCI, il y a des classes de 80 à 100 élèves. On dit à un enseignant qui n'a pas pu faire 6 mois de formation professionnelle et pédagogique que personne ne doit redoubler. Dans ces conditions-là, vous ne lui donnez aucun moyen de pouvoir tirer vers le haut ceux qui sont en queue de peloton. Vous ne lui donnez aucun moyen. Vous lui dites, mais de toute façon, personne ne doit redoubler. Ils viennent à l'entrée en 6e. Les élèves eux-mêmes l'appellent Goana. Là où on fait 33% de réussite au CFE, c'est 96% d'admis à l'entrée en 6e. Donc tout le monde doit passer. Alors, on vient au secondaire, au moyen. On dit, en 6e, personne ne doit redoubler. Vous faites un conseil de classe, vous dites, bon, maintenant, comme le niveau est faible, on descend jusqu'à 9,50 pour permettre aux élèves de passer en classe de 5e. Alors, au début de l'année suivante, on demande à ce qu'on revoie les résultats des conseils de classe, qu'on baisse la moyenne de passage à 8,50 pour laisser passer les élèves. Comment, dans ces conditions-là, un élève n'arriverait pas en classe de 3e sans savoir lire et écrire, ou sans savoir écrire son nom? Après, on dit que ce sont les enseignants. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le système éducatif, tous ceux qui sont dans ces situations-là, qui sont des enfants de ce pays-là, sont victimes du système. Ils ne sont pas victimes de manque de maîtrise de la pédagogie par les enseignants. Mais quand vous placez quelqu'un dans un système comme ça, avec toute la démotivation, évidemment, cela va se ressentir sur les produits. Je voudrais résumer nos préoccupations très vite, en 3 ordres. Oui. Quand on parle de lenteur administrative, on parle de gestion démocratique du personnel. Ça, ce sont des questions de gouvernance. Ce sont des questions de gouvernance. Moi, je ne considère même pas qu'il s'agisse de lenteur administrative. C'est des paresses de l'administration sénégalaise. Comment un acte d'intégration pourrait-il faire plus de 3 mois dans le circuit? Des décrets qui sont dans le circuit depuis 2011, jusqu'à présent, on nous dit que ce décret-là est dans le circuit. Je dis, mais même si le circuit devait faire le tour du monde, 4 ans après, le décret doit pouvoir sortir. Or, on est dans ce petit pays qui s'appelle le Sénégal avec une administration. Le deuxième point qui nous oppose au gouvernement dans nos préoccupations, c'est le problème du respect de la parole donnée. On ne peut pas dire aux gens, moi je ne pourrais pas prendre d'engagement que je ne suis pas capable d'honorer. Au moment de prendre les engagements, vous réitérez que ce sont des accords que vous pouvez réaliser. Vous restez 1 an, vous ne les réalisez pas, c'est qu'en réalité, vous ne respectez pas la parole donnée et ce n'est pas honorable pour une autorité. Ce n'est pas honorable. Le troisième, mais il est également possible dans ce cas de revenir autour d'une table et puis de dire que bon voilà, je peux faire ça et pour ça il faudra attendre. Non, aujourd'hui les attentes des enseignants sont très claires. Nous avons trop concédé. Nous avons été autour de la table, renégocier des accords. Des promesses ont été données et n'ont pas été tenues. Nous ne comptons pas retourner autour de la table. Ce que nous attendons, c'est la production de nos actes administratifs. Ce que nous attendons, c'est le paiement de nos rappels. Ce que nous attendons, c'est que quand un ancien travaille jusqu'à la retraite, qu'on puisse lui permettre d'avoir une retraite paisible en lui donnant son acte de radiation de la fonction publique, en lui payant le mois d'après qu'on lui paye ses pensions et qu'il commence à percevoir ses pensions. Ce sont les enfants qui en pâtissent, les élèves. Oui, mais les élèves
leur éducation ne relève pas... Une étude récente montre en tout cas une baisse considérable du niveau des élèves. C'est ce que j'étais en train d'expliquer, c'est le système. Ça n'a rien à voir avec le niveau des enseignants. C'est le système. On les place dans des conditions qui ne leur permettent pas de réussir. Et on dit personne ne doit redoubler. Parce que vous ne pouvez pas développer le concept de projet zéro redoublement alors qu'il y a des évaluations. Quand il y a des évaluations, il y a un premier, il y a un dernier. Et le dernier ne doit pas passer. Mais vous dites non, personne ne doit redoubler. C'est l'obligation scolaire de 10 ans. Vous n'y mettez pas les moyens pour qu'il y ait effectivement obligation scolaire de 10 ans et que tous les enfants qui arrivent au CI arrivent en classe de 3e avec un niveau qui leur permet d'avoir un profil qui leur permet de s'insérer dans le marché du travail. Mais tout le monde doit rester pendant 10 ans dans le système éducatif. Et à la fin, on dit voilà, qu'est-ce qui peut faire quelque chose, qu'est-ce qui peut écrire son nom, qu'est-ce qui peut calculer 1 plus 1 égale 2. Alors maintenant, ce sont des victimes du système. Je rappelle aussi que nous ne sommes plus à l'âge de nous faire mauvaise conscience. Un enseignant est un employé. L'État est le seul à avoir la responsabilité de l'éducation des enfants de ce pays. Un instituteur ne dit pas à son enfant, toi ton papa est instituteur, reste à la maison, je te donne ton éducation. En tant que citoyen, il l'inscrit dans l'école publique ou dans l'école privée s'il a dans les moyens. Donc, aussi bien l'école publique que l'école privée sont sous la tutelle de l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Éducation nationale, et c'est cet État-là qui est responsable de l'éducation des enfants, pas les enseignants. D'accord. Merci, M. Dianté. Alors, M. Ndoye, très vite, s'il vous plaît, je voudrais que... Qu'est-ce qui justifie l'absence du ministre de tutelle aux discussions? Mais c'est là, je crois que vous aurez l'occasion. Mais ce que nous avons constaté, c'est que quand vous lui adressez une correspondance, il ne répond pas. À peine il reçoit les gens en audience. Et j'ai dit tout à l'heure que M. le Premier ministre, lorsqu'il a reçu notre correspondance, il a répondu. Et c'est ça. C'est ce que nous attendons de nos gouvernants. Parce que c'est des mandataires. Mais je voudrais revenir. Vous avez toutes les questions dont on parle, même l'université. Ça pose la question du financement du système éducatif sénégalais, de l'école publique. Parce que je l'ai dit, nous sommes dans le contexte de la mondialisation avec les théories néolibérales. Et si vous aviez des solutions à préconiser, lesquelles seraient-elles? Non, je voudrais sur ça d'abord dire, c'est important. Quand je disais les assises, c'est sur la base de nos besoins, de nos réalités historiques, de nos cultures, de nos défis réels. Et ça pose la question aujourd'hui, la question fondamentale, c'est le financement du système éducatif. Quand tu veux opérer une rupture, une nouvelle école, un nouveau paradigme, il faut avoir les moyens de sa politique. Maintenant, comme il l'a dit, mais si nous acceptons le dictat des bailleurs de fonds et des institutions financières, mais nous ferons ce qu'ils veulent. Parce que eux, l'école, ils l'inscrivent, c'est comme une marchandise. C'est pourquoi je disais tantôt que l'école ne peut pas être laissée au marché. L'école est trop importante. L'école est trop importante. Ce qui se passe à l'université, hier, lors de la conférence, on a augmenté les inscriptions. Mais lorsqu'on a posé la question, quelqu'un dans son intervention a dit, est-ce que l'augmentation, on l'a senti? Les étudiants ont dit, on n'a pas senti ça. Donc ça pose problème. Donc il y a la question du financement. Maintenant, les solutions, je crois que n'est responsable que celui qui prend des décisions. Nous sommes des enseignants, nous avons posé des problèmes. Et je l'ai dit, c'est des dysfonctionnements de l'administration. Il faut une volonté politique. Il faut que l'école soit une priorité. Parce que ça, c'est important. S'il n'y a pas de priorité, s'il n'y a pas de volonté politique, je ne pense pas qu'on puisse prendre en charge les questions de l'école. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des questions élémentaires. Quand les gens se mettent en grève pour réclamer des salaires et des indemnités, mais c'est très grave. Parce que c'est des trucs qu'on a budgétisés. On nous a parlé de bancarisation il y a 2 ans. Domiciliez vos salaires dans les banques, ceux qui ont des salaires égaux ou supérieurs à 100 000 francs. Mais nous l'avons fait. Nous, quand on a applaudi demain, nous avons dit que désormais, il n'y aura plus de retard de salaire. Mais malheureusement, les retards sont devenus plus criants. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, je l'ai dit, parce que les enseignants ne revendiquent pas seulement de l'argent. Quand nous réclamons la formation diplômante des professeurs titulaires des diplômes spéciaux, parce que l'enseignant est le premier intrant qu'il faut former et motiver. La qualité de l'enseignement dépend de la qualité de ses enseignants. Mais aujourd'hui, on n'a pas entendu un parent d'élève se prononcer sur la réduction des budgets. Les premières conséquences, je vous dis, les premières conséquences, c'est d'abord la réduction du personnel au niveau des établissements.
ceux qui s'occupent du nettoiement, de l'hygiène, etc. Les problèmes de consommables, le matériel didactique, la craie et autres. Je dis qu'il y a des écoles où les gens n'ont plus de craie blanche. Et sous peu de temps, les écoles vont étouffer. Vous allez entendre d'autres problèmes au sein des établissements. Je crois que les parents d'élèves sont interpellés. Je parle des parents d'élèves qui ont des enfants dans les établissements. Il faut qu'ils s'impliquent. Donc les parents d'élèves et les partenaires de l'école. D'accord. Donc en résumé, ce que nous attendons, je crois que la solution est dans le camp du gouvernement. D'accord. La solution est dans le camp du gouvernement, professeur. Oui, très vite, s'il vous plaît. On est presque à terme de l'émission. Oui, ils ont soulevé un problème là. Par exemple, ces lenteurs, ces déviations et tout cela. Si vous aviez des solutions à préconiser, lesquelles? Oui, justement, c'est ça le problème de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est d'éviter l'injustice, d'éviter les lenteurs qui peuvent être évitées, d'éviter aussi les déviations qui viennent de quelques individus pour des raisons presque crypto-personnelles. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi un ministre de l'Éducation ne peut pas recevoir des partenaires sociaux pour discuter des problèmes de l'éducation. On ne comprend pas pourquoi un ministre de l'Enseignement supérieur se précipite pour centraliser tout dans son cabinet. J'ai ici un projet, le projet de création de la police universitaire, où même les congés des gardes universitaires sont déterminés par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est quand même inouï, c'est impensable. C'est-à-dire tout est centralisé. Mais il y a jusqu'à même ce qu'on fasse des erreurs monumentales. Ce décret de 2014, 565, qui organise le propre ministère, son propre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais il est truffé d'erreurs. Je donne un exemple. L'office du baccalauréat, il l'a évoqué tout à l'heure, qui dépendait de l'université de Dakar, il s'empresse de le ramener dans son cabinet, de s'en accaparer. Mais en énumérant les missions de l'office du baccalauréat, il oublie le baccalauréat secondaire technique. Il dit que l'office du baccalauréat, sous l'autorité du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, l'office du baccalauréat est chargé de l'organisation de l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Et le baccalauréat secondaire technique, il le met où? Si on l'organise demain, donc c'est illégal. Voilà des exemples de précipitation, d'accaparement, d'ambition personnelle qui font foirer la politique du gouvernement. Et c'est aussi bien dans l'éducation nationale que dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement technique. Vous avez entendu, et on n'en a pas parlé, mais l'enseignement technique, c'est complètement mort. Oui. On n'en parle même plus. Les Sénégalais oublient qu'il existe un ministère de l'enseignement technique. Moi, au moment où nous on quitté l'enseignement technique, il y avait rien que sur l'insertion des pas très importants. Tous les établissements avaient presque des cellules d'insertion. Il y avait des fonds qui étaient là pour permettre aux étudiants, aux sortants, aux diplômés de pouvoir s'installer. Et tout cela est tombé à l'eau. Professeur Diène, je vous remercie. Merci. Vraiment, Monsieur Abdoulaye Ndoye, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du QCEMS. Merci d'avoir pris part à cette émission. Merci également à Monsieur Mamadou Lamine Dianté. Merci, Monsieur Saleh. Le coordonnateur national du Grand Cadre, le Grand Cadre des syndicats d'enseignants. C'est ça, qui a consacré l'unité du mouvement syndical tant souhaité par les enseignants. Merci. Ce n'est qu'une première. C'est ça. Pour vous, vous reviendrez débattre sur les sujets, en tout cas d'actualité, qui ont trait à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Et j'espère bien qu'en ce moment, il y aura des gens de ces ministères-là qui seront là. Vraiment. Moi, je suis politiquement de la famille du président, mais je ne suis pas de cette politique qui semble mettre en place les intérêts personnels des autorités. Je crois qu'on a besoin dans ce pays des gens qui mettent en avant l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Et c'est le cas pour le professeur. De ne pas défendre des postes de sinécure et de prébende. C'est important. Tout à fait. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe qui gravite autour de cette émission. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. C'en est tout pour ce 65e numéro. Encore une fois, grand merci et très bonne suite des programmes sur Radio-Télévision Mourchid. Au revoir.